Normalement, il y aura peut-être une le 18, mais ce n'est pas sûr. Lundi prochain, ce sera les causes secrètes, mais réelles, de la guerre ou du conflit dans le Donbass. Ce soir, nous avons le... C'est possible de reposer un peu sa langue. Les Romains disaient faveter l'église. Les gens n'ont pas entendu. Ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Marc Fromager, qui avait déjà participé à une journée sur les chrétiens d'Orient, à propos de son livre « Guerre, pétrole et radicalisme, chrétiens d'Orient pris en étau ». Et c'est en complément de ce qui a été vu cette année, il y a quelques mois, il y a un mois et demi, par Madame Lina Némé, que vous devez connaître, sur le radicalisme islamique. Il est bon de se rappeler que le christianisme est né en Orient. Et si on a eu la chance d'aller dans ces pays, on pourrait dire que c'est un musée liturgique et un musée de différentes communautés chrétiennes. Il est bon de se rappeler que c'était, avant l'arrivée de l'islam, des terres chrétiennes, que le christianisme, avant d'être latin, était une religion orientale. Même si en Europe, on cherche à latiniser les orientaux. Que ce soit en pays arabe ou en Israël, les chrétiens sont réduits à une situation précaire. Il suffit de regarder les chiffres, que ce soit à Jérusalem, même au Liban, où les chrétiens étaient majoritaires, mais pour combien de temps? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, et même en Égypte, même si en Égypte il y a une certaine stabilisation et le nouveau pouvoir, n'en déplaise aux Américains, lutte efficacement contre le terrorisme. Et c'est peut-être la première fois que les coptes orthodoxes, catholiques et les musulmans se sont entendus autour du président actuel de l'État. Il ne faut pas oublier non plus que, pour comprendre l'histoire, il faut regarder sur la longue durée, la moyenne durée. Lors de la première guerre du Liban, Kissinger, avec son fameux plan, avait envoyé la 6e flotte pour proposer aux chrétiens de venir en Europe. Bien sûr, les Méronites ont refusé. Pour quelle raison? D'abord parce que le Liban est un message en lui-même, un message politique, et c'est une contradiction flagrante de ce qui se passe chez ses voisins. Donc, que ce soit Israël ou les pays musulmans extrémistes ont tout à fait intérêt à faire éclater le Liban. Et on voit très bien que le programme politique, géopolitique des néoconservateurs a été sous prétexte fallacieux d'introduire la démocratie, de remodeler la carte de ces pays, sans doute pour favoriser un État dont il veut mieux dire que du bien, et aussi mettre la main sur le pétrole. Récemment, la Russie est en train de se redresser politiquement, militairement, et elle a un petit peu, tant soit peu, bouleversé les cartes et permis une certaine stabilisation, en particulier en Syrie. Je pense que j'en ai assez dit. Par contre, regardez notre site, vous avez le témoignage, par exemple, de coptes, surtout des veuves, des martyrs. Regardez le film et essayez de tirer quelques leçons pour le combat qu'on a à mener. La même chose qu'on peut transposer, la conférence de M. Wauquiez, leçon des Balkans, c'est encore plus près de chez nous,
c'est en Europe, et on voit ce qu'il advient lorsqu'on en fait trop de concessions. À vous, cher ami. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là alors que les vacances s'approchent. On m'a demandé de parler des chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Orient en étau, prise en étau. C'est le sous-titre de ce fabuleux livre que je ne saurais que vous conseiller. C'est moi qui l'ai écrit. Guerre, pétrole et radicalisme, c'est un peu les trois axes que je vais développer rapidement ce soir et qui expliquent selon moi la guerre en Irak et en Syrie, les deux guerres étant, en tout cas aujourd'hui, fortement liées. Je vous propose un plan extrêmement classique en trois parties. Que se passe-t-il là-bas? Ensuite, pourquoi? C'est-à-dire qui est responsable de ce chaos? Et enfin, que peut-il se passer après? Alors, que se passe-t-il? Ça va être assez rapide parce que vous le savez déjà. La troisième partie, que peut-il se passer après? Ça sera assez rapide parce que je n'en sais strictement rien. Donc c'est la deuxième partie, pourquoi tout cela s'est passé, qui est responsable de ce chaos, que je vais un petit peu développer. Ça vous va? Alors que se passe-t-il? On pourrait remonter à la création de l'État d'Israël, on pourrait remonter à la guerre du Liban, on pourrait remonter à la première guerre du Golfe. On va s'attacher principalement, donc je le disais, au conflit irako-syrien. Les chrétiens d'Orient sont revenus vraiment au cœur de l'actualité il y a 2 ans, l'été 2014, avec l'apparition de l'État islamique, qui prennent la ville de Mossoul en juin 2014. Mossoul, c'est l'ancienne Ninive. Déjà à l'époque, les habitants de Ninive fatiguaient le cœur de Dieu, à tel point que Dieu suscita un prophète, Jonas, pour aller leur demander de se convertir. Jonas, il connaît la réputation de ces gens, il n'a pas du tout envie d'y aller, et donc il s'enfuit très loin, il se fait avaler par une baleine. Moi j'ai été en Irak à plusieurs reprises, autour de Mossoul c'est le désert. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de baleine là-bas. Ça veut dire qu'il est parti très loin. Il se fait avaler, 3 jours plus tard il en sort, il comprend qu'il vaut mieux obéir à Dieu, il aurait mieux fait de le comprendre dès le départ. Il y va, on nous dit que Mossoul est une très grande ville, 120 000 habitants, il faut 3 jours pour la traverser. Dès le premier jour, tout le monde se repent, à commencer par le roi, qui se couvre de cendres comme on l'a fait le premier jour de carême. Même les animaux se repentent. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, un animal qui se repent, mais en tout cas c'est dans le texte. Et du coup sa prédication a été extrêmement efficace. Il nous faudrait un nouveau prophète. S'il y a des volontaires dans la salle, vous viendrez me voir à la fin. Parce que Mossoul aujourd'hui c'est la capitale de l'État islamique. 2 mois plus tard, ils prennent la plaine de Ninive, c'est juste la région qui entoure Mossoul. C'est là que la plupart des chrétiens irakiens habitent, depuis presque 2000 ans, bien avant l'arrivée de l'islam. Et ils sont chassés la nuit du 6 août 2014, donc presque il y a 2 ans. L'État islamique leur laisse le choix. Reconnaissons-leur cela, ils leur ont laissé le choix. 3 possibilités. Vous vous convertissez à l'islam, vous partez, ou on vous massacre tous. À ma connaissance, tout le monde est parti. Alors que, humainement parlant, on aurait pu imaginer que certains, peut-être la majorité même, se seraient dit, le Christ c'est bien, je suis chrétien, mais à un moment donné, le poids de la croix est trop lourd. J'abandonne. Ils auraient pu garder leur maison, leur travail, leur argent, certainement qu'ils auraient reçu une grosse récompense financière. En échange de quoi? S'ils voulaient rester chrétiens, ils devaient partir en perdant tout. C'est-à-dire qu'ils sont partis sans rien, avec une petite valise, sauf qu'elle leur a été confisquée. On a même parlé de boucles d'oreilles arrachées aux femmes en passant. Ils ne sont pas allés très loin, ils sont allés se réfugier au Kurdistan, c'est à peu près une 50aine de kilomètres de la plaine de Ninive. C'est le nord-est de l'Irak, c'est peuplé de Kurdes, alors que le reste de l'Irak est peuplé d'Arabes. Et la plupart des Kurdes sont musulmans. Mais ils ont accueilli un petit peu tous les réfugiés, 125 000 chrétiens, c'est-à-dire la plupart des chrétiens du nord de l'Irak, mais également beaucoup d'autres réfugiés, au total 1,3 million de réfugiés. Qui étaient les autres? Les Yézidis, qui ne sont pas des musulmans, c'est une ancienne religion orientale qui s'apparente au zoroastrisme perse, profondément méprisée par les musulmans, parce que justement ce n'est pas une des religions du livre, selon leurs propres critères. Et sinon, la plupart des réfugiés étaient des musulmans eux-mêmes, qui ne voulaient pas vivre sous l'autorité de l'État islamique. La plupart des victimes, numériquement parlant, au Moyen-Orient aujourd'hui, ce sont des musulmans, tués par d'autres musulmans. Mais on ne doit pas les oublier non plus, évidemment.
La différence avec les chrétiens, c'est que proportionnellement, les chrétiens souffrent beaucoup plus que les autres. Et on arrive, comme ça a été dit tout à l'heure, à des chiffres tellement faibles, marginaux et minoritaires que le risque de leur disparition aujourd'hui n'est pas impossible. Enfin, le risque est réel de leur disparition. De la disparition des racines chrétiennes, c'est là que le christianisme est né. En Terre Sainte évidemment, mais en Syrie, en Irak, etc. Les premières communautés, ça fait encore une fois 2000 ans qu'ils sont là. Alors ils ont été chassés par qui? Par l'État islamique. L'État islamique qui est également présent en Syrie. Un petit mot sur la Syrie, 22 millions d'habitants, on en est à 5 ans de guerre, on en est à peu près 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 4 millions de réfugiés à l'extérieur, en général les pays voisins, la Turquie, le Liban et la Jordanie, ça fait 12 millions, c'est-à-dire plus de la moitié de la population, et plus de 260 000 morts. 260 000 morts directs. Mais si on considère les victimes indirectes de ce conflit, c'est-à-dire qui n'ont pas pu aller à l'hôpital parce que l'hôpital était fermé, parce qu'il y avait des bombardements, ou qui n'ont pas eu accès à des médicaments, etc. Moi, je connais des personnes qui sont, enfin, dont la famille est décédée, faute d'accès à des médicaments. Là, on peut doubler les chiffres. C'est-à-dire qu'on est à plus de 500 000 morts à cause de cette guerre en 5 ans. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si en France, il suffit de multiplier les chiffres par 3, hein, on en était à 750 000 morts, enfin 780 000 morts, directs, mais donc 1,5 million de morts à partir de cette guerre en 5 ans, et 8 plus 4, 12 millions, 36 millions de Français qui avaient perdu leur logement. On a du mal à imaginer, hein. Et cette guerre continue, notamment en ce moment à Alep, la grande capitale du Nord, qui est la capitale économique du pays, enfin qui était, parce que dans l'état dans lequel la ville est aujourd'hui, évidemment il ne reste pas grand-chose. L'État islamique, donc, a réussi en très peu de temps à conquérir à peu près le tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie. C'est un territoire énorme, c'est la taille de la Grande-Bretagne. 240 000 km² à peu près. Il contrôle une population de plus de 8 millions de personnes, sur lesquelles ils imposent une loi totale, la loi islamique, hein, avec prélèvement d'impôts, la charia obligatoire, etc. C'est pour ça d'ailleurs que tous les autres sont partis. Les chrétiens, ils n'avaient pas le choix, mais beaucoup de musulmans sont partis aussi parce qu'ils ne voulaient pas vivre cela. Alors la question intéressante, c'est d'où vient l'État islamique? L'idée, c'est qu'on comprenne pourquoi il y a la guerre en Irak, pourquoi il y a la guerre en Syrie, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça dans l'actualité depuis des années maintenant. Alors l'État islamique, au départ, c'est un groupe de combattants irakiens qui apparaît vers 2006, au moment de l'occupation américaine. L'occupation américaine, c'est 2003-2011. Et ils sont au nord-ouest de l'Irak, ils refusent l'occupation américaine, ils résistent, et les Américains n'arriveront jamais à contrôler totalement le territoire irakien, mais ils ont suffisamment de force tout de même pour contrer et affaiblir ces groupes, dont on n'entendra plus beaucoup parler par la suite. C'est au moment du début de la guerre en Syrie, donc 2011, que très rapidement l'État syrien perd le contrôle notamment du nord-ouest de la Syrie, qui est une partie désertique, à la frontière de la Turquie et de la Syrie, et c'est là que vont se réunir, se regrouper la plupart des rebelles syriens, qui en réalité ne sont pas très nombreux, mais qui vont être rejoints rapidement par des mercenaires étrangers qui viennent de 90 pays différents. Vous avez des Tchétchènes par exemple, ce qui fait que vous avez des unités entières de l'État islamique qui parlent russe. C'est pour ça que la Russie d'ailleurs intervient là pour s'en débarrasser avant qu'ils ne reviennent chez elle. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison. Vous avez des Soudanais, des Algériens, des Français, des Italiens, des Australiens, 90 pays différents de mercenaires étrangers qui vont être armés et financés par l'étranger. Donc entre nous, ce n'est pas une guerre civile, hein. Ce sont des mercenaires étrangers armés et financés par l'étranger. Ces gens-là vont donc recevoir des armes, ils vont s'aguerrir, se renforcer, s'enrichir. Deux grands groupes vont émerger, le Front al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, et le fameux État islamique, qui va prendre comme capitale syrienne Raqqa, et qui, en 2014, va simplement traverser la frontière pour prendre Mossoul. Raqqa-Mossoul, 500 km, c'est Paris-La Baule, sans embouteillage. Il n'y a rien, c'est une frontière fictive, si vous voulez. C'est du désert, et ça va leur permettre donc de prendre cette région assez importante.
Question suivante, pourquoi est-ce que ces groupes de rebelles, Front al-Nosra, État islamique, etc., ont été aidés, soutenus, armés, comme je viens de le dire? C'est ça qui leur a permis de devenir aussi puissants. Ils n'auraient pas pu, juste un petit groupe de combattants, d'un seul coup occuper la moitié du Moyen-Orient, en quelques mois. Ils ont été armés et financés par l'étranger. Alors par qui? C'est là que c'est assez intéressant. On a des responsabilités locales, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, mais on a aussi des puissances étrangères à la région, qui sont des puissances occidentales, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui vont activement participer à ce plan de destruction de la Syrie. Et donc qui vont participer à l'armement et au financement de tous ces groupes rebelles qui se trouvent en Syrie et qui ont comme objectif de prendre le pouvoir en Syrie et de contrôler l'Irak. D'accord? Parmi donc ces pays responsables de ce chaos, il y a la France. On va y revenir après. Étudions d'abord les responsabilités locales. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont soutenu ce projet? L'Arabie Saoudite, tout d'abord. L'Arabie Saoudite, c'est le champion des sunnites. Vous savez que dans l'islam, il y a deux grandes branches. Les sunnites, 80% des musulmans dans le monde. Ça vient du mot sunna, la tradition. L'Arabie Saoudite, ce sont les champions de l'islam sunnite parce que c'est sur leur territoire que Mahomet est né et qu'il y a les villes saintes de la Mecque et Médine. En face, les chiites, 15% des musulmans dans le monde, le champion des chiites, l'Iran. L'Iran qui aujourd'hui... alors, chiite, ça vient du mot shia, c'est les partisans. Partisans de qui? De Ali. Ali, c'était le cousin et le gendre de Mahomet. Les débuts de l'islam, c'est un peu une histoire de famille. Mahomet meurt, Ali pense devenir le premier calife. Calife, ça veut dire successeur, simplement. Successeur de Mahomet. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, il y a Abou Bakr, c'est un des beaux-pères de Mahomet. Ensuite, il y a Omar, c'est un autre beau-père de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, il y a Othman, un gendre de Mahomet, qui va mourir assassiné. Et enfin, il va y avoir Ali, qui finit par devenir calife. C'est un gendre de Mahomet, il meurt assassiné. Bon, au départ, le début de l'islam, c'est ça. C'est des beaux-pères et des gendres de Mahomet qui meurent assassinés. Cette division au sein de l'islam, elle perdure aujourd'hui encore. Elle est même paroxystique aujourd'hui. Ils se détestent. Et c'est la guerre entre eux. C'est pas avant tout une guerre doctrinale, c'est pas une dispute théologique avant tout, même si pour les sunnites wahhabites, c'est-à-dire ceux de l'Arabie Saoudite, en général, ils ne considèrent pas les chiites comme étant des musulmans. Donc ça va assez loin, la dissension entre eux. En tout cas, c'est avant tout, plus qu'une dispute théologique, une guerre en fait pour le leadership au Moyen-Orient. Qui va être le patron du Moyen-Orient? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est l'Iran? L'Iran, c'est 80 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite, 20 millions. Plus 10 millions d'expatriés au service des Saoudiens. L'Iran qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Depuis la fin de l'embargo, ils ont plein de pétrole. Toutes les multinationales du monde sont en Iran aujourd'hui pour faire du business. Ils contrôlent les poches chiites tout autour du Moyen-Orient. La péninsule arabique, et l'Arabie Saoudite en tête, a l'impression d'être encerclée par les chiites et par les Iraniens qui les contrôlent d'ailleurs. Il faudrait une carte du Moyen-Orient, ça serait plus simple, mais pour le faire brièvement, il y a deux fronts, le front sud et le front nord. Le front sud, c'est le Yémen. Tous les jours, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen sans faire dans la dentelle. Il y a des civils qui meurent, des femmes, des enfants, etc. Est-ce qu'on en entend parler à la télévision? Ah ben non, jamais. Parce que ce sont nos amis les Saoudiens. On ne peut pas dire du mal de nos amis. Lorsque les Russes bombardent quelqu'un en Syrie, alors là c'est très mal. Mais les Saoudiens ils font pire même encore au Yémen. Mais ça il n'y a pas de souci. Le front nord est plus intéressant. Vous avez un axe irano-chiite qui couvre la péninsule comme un couvercle. Qui part de l'Iran, qui traverse l'Irak. L'Irak 65% chiite. Autrefois c'était un pays dominé par les sunnites. Saddam Hussein était sunnite. Les Américains l'ont fait pendre, ont exigé qu'il y ait la démocratie. Du coup, les plus nombreux ont pris le pouvoir, c'est-à-dire les chiites, c'est-à-dire l'Iran. Donc aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle l'Irak. Inutile de dire que les sunnites ne sont pas contents. En plus de ça, l'armée américaine, quand elle est arrivée en 2003, elle a dit à l'armée irakienne « Vous êtes au chômage, rentrez chez vous ». La plupart des cadres de l'État islamique aujourd'hui sont d'anciens officiers irakiens qui veulent leur revanche, qui veulent libérer Bagdad, qui veulent chasser les Iraniens de leur pays.
On n'est pas près de voir la fin de cette guerre. Hein. Continuons vers l'ouest. La Syrie, pays majoritairement sunnite. Ah, ça change. Mais ceux qui sont au pouvoir, Bachar el-Assad, sont des Alaouites. Les Alaouites, c'est une secte chiite. Bon, en réalité, c'est pas vrai, mais les Alaouites, on ne sait pas très bien ce que c'est une gnose, c'est-à-dire une religion très initiatique et secrète. On sait qu'ils croient en une espèce de trinité où il y a Allah, Mahomet et Ali. Ils sont profondément hétérodoxes pour les musulmans, voire hérétiques. Hafez el-Assad, le papa de Bachar, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1970, a dû demander à un imam d'émettre une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique contraignant, reconnaissant que les Alaouites étaient des musulmans. Ça veut dire que ce n'était pas clair pour tout le monde. Hein. En tout cas, ces Alaouites sont assez proches des chiites. C'est pour ça qu'on dit, pour simplifier, une secte chiite. De fait, Bachar el-Assad est entièrement soutenu par l'Iran. On est bien sur cet axe qui continue. On arrive à la mer Méditerranée avec le Liban, encore un tiers de chrétiens, un tiers de sunnites entièrement soutenus par l'Arabie Saoudite, et un tiers à peu près de chiites, le Hezbollah, aussi complètement soutenu et armé par l'Iran. La péninsule arabique, elle va vouloir affaiblir cet axe, cette menace. Elle va viser, comme à la télévision, le maillon faible. Le maillon faible entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban, eh bien c'est la Syrie. Pourquoi? Parce que c'est le pays majoritairement sunnite. Donc, l'Arabie Saoudite et la péninsule arabique vont financer une rébellion sunnite. Tous les rebelles tchétchènes ou autres qu'on a évoqués sont sunnites, pour se débarrasser de Bachar el-Assad et prendre le pouvoir à Damas. D'accord? Première raison. Le Qatar. Le Qatar, là, on arrive à des considérations énergétiques. C'est pour ça qu'il y a le mot pétrole dans le titre. En fait, il aurait fallu dire pétrole et gaz. Mais bon, c'est la même chose, sauf que ça se présente différemment. Le Qatar, ce n'est que du gaz. Pour le moment, ils exportent par des méthaniers. Ça coûte cher, ça prend du temps. Ils ont l'idée de construire un gazoduc qui traverse la péninsule arabique, qui traverse la Syrie, pour rejoindre les grands gazoducs turcs qui exportent d'ores et déjà le gaz de la mer Caspienne et du Moyen-Orient en Europe. Les grands consommateurs de la région, c'est nous, l'Europe. Tout se passe bien. À l'époque, la Syrie et le Qatar sont amis. Sauf que Bachar el-Assad va dire non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de contrarier les Russes, dont il est l'allié. Et nous, on est très dépendants du gaz russe. On aurait été moins dépendants du gaz russe si ce projet de gazoduc avait été construit. De fait, la guerre commence le lendemain. Je récapitule. Il faut se débarrasser de Bachar el-Assad. Pas du tout parce qu'il n'est pas démocrate. Hein. Parce que chercher une démocratie au Moyen-Orient, enfin, à part l'État d'Israël, il n'y en a pas. Les Saoudiens ne sont pas démocrates. Les Qatariens non plus. Bon, il n'y en a pas. Ne cherchez pas. Il faut se débarrasser de Bachar el-Assad parce que il faut affaiblir l'Iran dans cette lutte entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et pour le punir d'avoir refusé l'histoire du gazoduc qatarien. D'accord? Les Turcs, de leur côté, trouvent ça très bien, ils sont parfaitement d'accord avec ce plan, parce qu'ils sont dans un délire néo-ottoman, ils veulent récupérer des morceaux de la Syrie et de l'Irak, ils veulent affaiblir la Syrie qui est leur concurrent, ils ont délocalisé la plupart des industries qui étaient pour régler la question kurde, qui est leur problème numéro 1. De fait, ils ont été les alliés objectifs de l'État islamique. Les mercenaires dont je parlais tout à l'heure sont arrivés pour l'immense partie d'entre eux via la Turquie. Et le pétrole exporté par l'État islamique, c'était les principales ressources de l'État islamique, était transité par la Turquie, et notamment par la propre famille d'Erdogan, le président turc. Vous voyez que localement, tout le monde était d'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Occident a participé à ça? Deux raisons essentielles. Tout d'abord, le plan israélo-américain de redécoupage du Moyen-Orient. La carte actuelle leur déplaît. On a des grands États qui sont capables de résister. Ça fait 25 ans qu'on essaye de détruire l'Irak. Enfin, on est quand même presque parvenu. Pour la Syrie, ça fait 5 ans que l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis essaient de détruire ce pays. Et on n'a toujours pas réussi. Ça serait tellement plus simple si cette zone, cette région du monde était fragmentée selon le principe de « on ne peut pas vivre ensemble ». Il faut séparer les gens, selon leur religion et leur ethnie. On va séparer les Arabes des Kurdes, c'est ce qui existe déjà en Irak. On va séparer les sunnites des chiites, ce qui existe déjà également en Irak, maintenant. On va faire la même chose en Syrie, on va faire la même chose dans tout le Moyen-Orient. Pourquoi? Pour Israël, qui se veut un État juif, ils pourront dire « on est comme vous, on est un État basé sur une religion ».
Et en plus de ça, comme ce sera des États plus petits, eh bien, ils seront moins une menace pour eux. Puisqu'ils n'auront pas la capacité d'avoir des grandes armées puissantes pour les menacer. Côté américain, diviser pour mieux régner, cette fragmentation leur permet de mieux contrôler le Moyen-Orient. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a des cartes qui ont été publiées par des think tanks américains il y a plus d'une dizaine d'années où on voit le nouveau Moyen-Orient, leur projet. Et on voit notamment la création d'un grand Sunnistan, c'est le pays des sunnites, qui recouvre le nord de la Syrie et le nord de l'Irak. C'est exactement le tracé actuel de l'État islamique. À un moment donné, vous vous dites « Ah bah tiens, c'est une coïncidence, c'est amusant. 10 ans avant, ils avaient déjà prévu ça. » Ou alors vous dites bah, « Finalement, c'était un projet. » Vous voyez? Ça n'arrive pas par hasard. On a laissé faire l'État islamique. L'année dernière, l'État islamique a pris la ville de Palmyre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce jour-là, ils ont fait 300 km en plein jour. Il n'y a pas l'ombre d'un petit palmier pour les camoufler. Le ciel est couvert de satellites et de drones américains. On sait ce qu'ils mangent, on sait quand ils vont aux toilettes. Et on fait rien quand ils font 300 km comme ça pour prendre la ville de Palmyre. Faut arrêter de se moquer de nous. Donc on les a laissés faire parce qu'on avait un plan derrière. Deuxième raison de la responsabilité occidentale, pourquoi est-ce qu'on a approuvé, adopté, soutenu ce projet, notamment pour la France? Eh bien tout simplement parce qu'on est en faillite et qu'on a besoin de l'argent de la péninsule arabique. On a besoin de leur vendre des armes. On est le 3e exportateur mondial d'armes. L'Arabie Saoudite, le premier importateur. Ça crée des liens. Et puis si il y a la guerre, c'est mieux, on vend plus. Petite parenthèse, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas vendre d'armes. Hein. L'armée française, elle a besoin d'armes. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui vendent des armes. En soi, ce n'est pas illicite. La question, c'est jusqu'où on va pour décrocher les contrats. Est-ce qu'on était obligé de se soumettre à ce point à l'Arabie Saoudite et au Qatar pour décrocher ces contrats? On a besoin qu'ils rachètent notre dette, on a besoin qu'ils investissent chez nous. Le Qatar est en train de racheter la France. Bref, on le voit depuis le début du dossier syrien, de la guerre en Syrie. On a totalement changé de politique au Moyen-Orient. Autrefois, on avait une position modérée. On arrivait à parler à tout le monde. Et de fait, depuis 6 ans, on a totalement changé de stratégie. On a adopté la stratégie américaine que l'on suit aveuglement. Et on est devenus les principaux porte-parole de la nécessité absolue de détruire la Syrie. Mais pas que porte-parole, on a participé. On a livré des armes aux rebelles en Syrie. Alors attention, on a toujours pris la peine de préciser que on ne livrait des armes qu'aux rebelles modérés. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Peut-être pendant les 2 premières semaines de la guerre en Syrie, il y a eu des rebelles modérés. Mais ces groupes ont très rapidement été débordés et contrôlés par des groupes plus puissants, plus violents. Ce qui fait que les armes que nous livrions étaient, dans les jours qui suivaient, soit volées par des groupes plus puissants, soit vendues carrément. Bah, tant qu'à se les faire voler, autant les vendre. Voyez. Et donc l'État islamique s'est retrouvé par exemple avec des missiles Milan, c'est des très bons missiles français, on ne leur a pas livré directement. Mais de fait, c'est eux qui les ont récupérés. Bref, on a participé à tout ça. Petite remarque sur les rebelles modérés. Lorsque les Russes sont intervenus, on les a accusés justement de ne soutenir que les rebelles modérés. Vous voyez, de bombarder tous les rebelles, y compris les rebelles modérés. Ce à quoi Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a répondu « Ah oui, mais ne vous en faites pas, sur les rebelles modérés, on n'envoie que des bombes modérées. » Ce qui est logique. Bref, je récapitule. La péninsule arabique, la Turquie, l'Europe, les États-Unis sont d'accord pour ce projet de destruction de la Syrie. 250 ou 500 000 morts, 12 millions de personnes qui ont perdu leur maison, c'est pas grave ça. On a des intérêts supérieurs, d'accord? Le pire, c'est qu'on se drape avec des bons mots sur la démocratie, alors qu'on est en train de créer une catastrophe humanitaire avec autant de morts. Ça aurait pu continuer longtemps, jusqu'à l'effondrement de la Syrie, à quoi nous aspirions visiblement, sauf que le jour où Damas tombe, Beyrouth tombe 24 heures plus tard, et ensuite il n'y a plus personne entre eux et nous. Hein. C'est ça qu'on n'a pas compris encore. Les prochains sur la liste, c'est nous. D'ailleurs, ça a déjà un peu commencé. Ce qui va changer, l'été dernier, l'été 2015, les Russes, qui n'ont pas envie de se faire avoir, encore une fois, comme en Yougoslavie, comme en Libye, et qui ont un intérêt stratégique, évidemment, ils ne font pas ça gratuitement, d'intervenir pour sauver la Syrie. Leur projet, il est simple. Il faut que la paix revienne en Syrie,
ensuite les Syriens pourront décider de leur avenir politique. Pour qu'il y ait la paix en Syrie, on doit renforcer l'État syrien et abattre tous les rebelles. En fait, c'est le bon sens. Hein. Encore une fois, ma remarque sur les rebelles modérés, ça n'existe pas. Ils vont le faire avec des résultats très probants. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Notre propre inaction va apparaître. Parce que nous, soi-disant, avec les Américains, on est censé bombarder l'État islamique depuis des mois déjà. Sauf qu'on n'a aucun résultat. On fait semblant. Je ne critique pas l'armée, hein. L'armée, elle est soumise aux politiques. Mais de fait, on fait semblant. Du coup, on va essayer d'en faire un peu plus. On va bombarder un peu plus. Et du coup, il va y avoir les attentats à Paris. Le message, c'est arrêtez de nous embêter, laissez-nous tranquilles, quittez le Moyen-Orient. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben non, on va en faire plus. Ce qui est bien comme réponse. Sauf qu'on n'a pas les moyens, on n'a plus de bombes, on est obligé d'attendre que les Américains nous en livrent. Eux sont en rupture de stock parce qu'ils sont obligés de livrer l'Arabie Saoudite qui tous les jours bombarde le Yémen. De toute façon, on est très suiviste, on suit la politique américaine et les Américains ne sont pas très au clair encore sur ce qu'ils veulent faire au Moyen-Orient. On est en fin de magistrature, comment on dit ça, enfin on va changer de président aux États-Unis. Clairement, on est dans une phase d'attente. Ils n'ont pas envie de réellement favoriser le travail des Russes sur le terrain, forcément. Ils sont compétiteurs, concurrents. Et du coup, ils sont toujours sur leur projet de remodelage du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils appuient les Kurdes. Ils continuent à leur livrer des armes, etc. Hein, pour justement découper la Syrie, découper un morceau de l'Irak, pour cette fragmentation du Moyen-Orient qu'on évoquait tout à l'heure. Bref, rien n'est très clair. Sauf que la situation a tout de même changé depuis l'été dernier. L'État syrien a été renforcé, il a repris une partie du contrôle sur le territoire syrien, où les gens reviennent. Homs, par exemple, qui était la grande ville au centre du pays, à mi-chemin entre Alep et Damas, c'était un tas de ruines il y a 1 an, ou il y a 2 ans. Maintenant, ça a été nettoyé, la population revient, la vie reprend. L'année dernière, moi je suis allé en Syrie, enfin je suis retourné depuis, mais c'était l'été 2015, avant l'intervention russe. Il y avait déjà des grands panneaux sur les routes en Syrie, reconstruisons la Syrie. Vous voyez? Ils sont déjà dans cette dynamique. Alors la guerre n'est pas terminée, comme on le disait tout à l'heure, à Alep ça continue, ils ont loin de là en plus libéré tout le territoire syrien pour le moment, mais ils sont plutôt sur une dynamique positive. Espérons qu'ils arriveront à récupérer leur territoire et que la paix revienne. Pour conclure, 3 petites méditations ou réflexions sur les conséquences ou sur les leçons qu'on peut tirer de ce conflit. Première constatation, le cynisme absolu de l'Occident, qui encore une fois, en se drapant de belles déclarations sur la démocratie et les droits de l'homme, n'hésite pas à plonger un pays entier, voire une région du monde, dans une guerre horrible. Enfin, la guerre, c'est toujours horrible. Mais quand c'est une guerre, comment dire, déguisée de civils, c'est encore pire. Cet abus de langage et cette excuse permanente que nous revendiquons d'instaurer la démocratie partout dans le monde est devenue proprement insupportable pour la plupart des peuples. Moi, je voyage beaucoup, donc je suis le directeur de l'aide à l'église en détresse. Hein. On aide l'église dans 150 pays dans le monde, donc je vais en Afrique, je vais en Asie, je vais en Amérique du Sud, en Europe de l'Est. Je discutais l'autre jour avec des évêques africains, et ils me disaient, vous savez, lorsque l'Europe commence, ou l'Occident commence à parler de démocratie pour un pays, qu'ils ont un projet d'instaurer la démocratie pour un pays, on prend peur. C'est le signe avant-coureur qu'il va y avoir des opérations obscures de déstabilisation du pays pour servir uniquement les intérêts de l'Occident. Donc les gens, ils sont conscients de ça. Continuons à faire cela, on va en payer le prix, hein, forcément. Deuxième constatation, c'est déjà d'ailleurs peut-être un des prix que nous payons, l'invasion migratoire. Une des conséquences de cette guerre en Syrie et en Irak, c'est ce que nous connaissons depuis l'été dernier, c'est-à-dire ces migrations à grande échelle. On nous a préparé, hein. On montre le petit enfant turc qui meurt sur la plage. Tout le monde pleure, évidemment, c'est très triste, forcément. Mais on oublie de dire que ses parents étaient en Turquie depuis 4 ans, réfugiés, et qu'il n'y avait aucun danger à rester en Turquie. Que la plupart des réfugiés qui sont arrivés en Europe, il n'y avait que la moitié de Syriens. Hein. On dit que c'est que des Syriens. L'argument, c'était si on ne les accueille pas, ils vont mourir sous des bombes en Syrie. Mais c'est fallacieux. De fait, il y a encore des bombes en Syrie. Mais
on peut se déplacer à l'intérieur du pays. Je l'ai dit, 8 millions sur 22 millions, plus du tiers de la population syrienne est déplacée à l'intérieur du pays. Ce n'est pas une raison pour les faire venir en Europe. Et la plupart de ces réfugiés étaient de fait depuis 1, 2, 3 ou 4 ans en Turquie, au Liban, en Jordanie. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on les a fait venir? Deux raisons essentielles. Tout d'abord, la Turquie s'est rendue compte qu'elle avait un pouvoir, un levier avec ses migrants. Elle a dit à l'Europe, prenez ces migrants, sinon ça va mal se passer pour vous. En échange, on veut beaucoup d'argent, on leur donnait 6 milliards pour gérer les réfugiés, soi-disant. On veut une dispense de visa pour les citoyens turcs pour rentrer en Europe, et on veut l'accélération du processus d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Sinon, on vous envoie tous les migrants. Alors moi, ce que j'ai toujours pas compris, c'est si on fait rentrer la Turquie en Europe, on aura à la fois les Turcs et les migrants. Mais bon, ça semble poser de problème pour personne. En tout cas, clairement, il y a eu du chantage. Et c'est ce qui s'est passé. L'été dernier, les Turcs ont fermé des camps. Ils sont allés geschlossen, comme ça ils leur apprenaient déjà l'allemand, parce qu'ils sont en Allemagne qu'ils sont partis. Fermé, c'est fermé ici, vous devez partir, c'est par là-bas, la direction de l'Europe, on va rien vous faire pour vous empêcher, on va même vous aider à partir. De l'autre côté, l'Allemagne les a fait venir. Sainte Angela Merkel a ouvert les bras en disant « Venez tous, je vous aime ». Pourquoi l'Allemagne elle fait ça? Parce qu'elle est en suicide démographique avancé, elle a besoin de main d'œuvre. Le patronat allemand sait que dans 10 ans, l'économie allemande va fermer, s'ils ne font pas venir des gens. Donc, c'est un rapt de population. Je reviens au panneau tout à l'heure en Syrie. Reconstruisons la Syrie. Qui va reconstruire la Syrie si tous les Syriens sont en Allemagne? Déjà aujourd'hui, ils ont des problèmes pour trouver de la main-d'œuvre. Il n'y a plus d'hommes en Syrie. Ils sont tous partis. Ceux qui ne sont pas morts. C'est charitable ça de voler la population à un pays? Ils pouvaient très bien rester en Turquie, il n'y avait aucun danger. Ou au Liban, ou en Jordanie. Vous voyez? C'est une des premières conséquences. Nous, on n'en a pas besoin. Hein. On a déjà plein de chômage, on a une situation économique très compliquée, on a déjà une forte immigration de l'Afrique du Nord et de l'Afrique tout court. Les Allemands en ont peut-être besoin, bah, très bien, tant mieux pour eux. Mais pourquoi est-ce que Sainte Angela Merkel, d'un seul coup, négocie au nom de l'Europe et nous impose de prendre des migrants? On a du mal à comprendre. Et puis s'il y a un vrai problème de déficit démographique en Europe, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'investit pas sur la natalité européenne? On sait par exemple qu'il y a eu des sondages en France, la plupart des femmes auraient souhaité avoir un enfant de plus si elles avaient été aidées financièrement. Ça coûte beaucoup moins cher ça que d'accueillir des migrants. Hein. Pourquoi l'Union européenne ne fait pas ça? Derrière, on pressent qu'il y a aussi un projet de bouleversement démographique, ethnique, religieux de l'Europe. Et on est censé trouver ça très bien. Sauf que là, encore une fois, ben, ça finit par provoquer des réactions. Comme le Brexit il y a quelques jours. Et on n'est pas au bout de ces réactions. Alors vous en faites pas, les migrants maintenant, ils viennent plus comme ça en masse, parce que c'est un peu effrayant, on s'en est rendu compte, hein, médiatiquement, c'est pas bien. En plus de ça, tous les pays d'Europe centrale ont mis des barbelés tout autour de leur pays pour essayer de se défendre. Du coup, maintenant, les migrants, ils viennent en avion, comme ça on les voit plus. L'Union européenne s'est engagée, pour chaque migrant qui arrive en Grèce, à le renvoyer en Turquie, soi-disant, mais surtout, en échange, d'en prendre un par avion qui vient en Europe. Donc maintenant, c'est plus des hordes de centaines de milliers de personnes, ce sont des petits groupes de 200 à 300 personnes qui arrivent, tel aéroport, tel pays, ainsi de suite. On les voit plus, mais ils viennent quand même. Mais on s'en aperçoit plus. C'est indolore. Troisième leçon, constatation et dernière qu'on peut retirer de cette crise, c'est évidemment la radicalisation de l'islam, d'où le troisième titre de ce livre, Radicalisme, il y a tout un chapitre dessus. Ce qui est intéressant, c'est que cette radicalisation, je la décris rapidement, mais surtout je cherche à savoir pourquoi elle existe, pourquoi l'islam se radicalise aujourd'hui. Alors je n'ai pas le temps de développer ce soir, il y a une crise profonde au sein de l'islam. Outre cette guerre qu'on a déjà évoquée entre les sunnites et les chiites, il y a, à mon sens, une triple crise, une crise par rapport à la modernité, d'où cette espèce de fuite en avant vers le fantasme de la gloire des origines. Ils veulent redevenir comme ils étaient au début. Parce qu'au début, ils étaient très puissants. Donc ils imitent totalement ce qu'était la première communauté musulmane au 7e siècle dans la péninsule arabique. Y compris dans le traitement des femmes. À Mossoul, on vend des femmes. Celles qui ont... enfin, des filles, hein, on va dire. Celles qui ont entre 8 et 12 ans, c'est celles qui ont plus de valeur.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent imiter leur beau modèle. Leur beau modèle, c'est Mahomet, dont la femme préférée, Aïcha, a été épousée à 5 ans et consommée à 8. Donc ils font la même chose. Pour eux, ils sont pieux en faisant ça. Ensuite, de 12 à 20 ans, c'est moins cher. Après 20 ans, c'est soldé. Et puis au-delà de 30 ans, alors là, c'est vraiment... c'est pour les mercenaires les plus pauvres. Vous voyez, c'est les fins de saison. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, à Mossoul. Et dans les territoires contrôlés par l'État islamique. Crise par rapport à la modernité, crise par rapport à la mondialisation aujourd'hui aussi. En fait, la mondialisation, qu'on le veuille ou non, c'est une diffusion des valeurs chrétiennes. Alors, il y a du bon et du moins bon. Hein, dans les valeurs chrétiennes, il n'y a que du bon. Mais dans la mondialisation, il y a du moins bon. Mais il y a aussi du bon. Pourquoi? Parce que la culture occidentale, les racines, c'est la culture judéo-chrétienne. Des notions comme l'égale dignité entre tous, ça crée des tensions. Regardez en Inde, par exemple, où il y a le système des castes. Entre l'hindouisme et le christianisme, il y a une impasse totale, une confrontation même. C'est contradictoire. Et du coup, ça crée des tensions, même pour les Indiens, même pour les chrétiens en Inde, par exemple. Vis-à-vis de l'islam, l'égale dignité entre l'homme et la femme. Ben, c'est pas compatible avec l'esprit de l'islam, ça, vous voyez. Du coup, ça crée des tensions. Enfin, c'est une crise aussi. Troisième crise, l'attraction du christianisme. Eux savent qu'il y a de plus en plus de personnes dans le monde, y compris des musulmans, qui sont attirés par le christianisme. Et de plus en plus de conversions, y compris au Moyen-Orient, des musulmans au christianisme. C'est difficile à chiffrer parce que par définition, ces gens-là doivent rester très cachés ou confidentiels parce que l'apostasie, normalement, est punie de mort. Et c'est pas uniquement que théorique, toujours. Ce qui fait que, voilà, ils sont tenus à une discrétion absolue, mais on le sait, il y a de plus en plus de conversions. Et ça leur fait peur. Juste un exemple, un imam saoudien, il y a quelques années, alarmé du fait que, selon lui, 6 millions de musulmans africains se convertissaient chaque année au christianisme, a émis une fatwa demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. C'est eux qui ont peur de nous. Ils ont peur de l'attraction du christianisme. Ce message, lorsque les musulmans découvrent qui est le Christ, qui est la Vierge Marie, ils sont attirés. Le problème, c'est que la plupart ne savent pas ce que c'est. Pour eux, le christianisme, c'est l'Occident. L'Occident, c'est le blasphème et la pornographie, donc ça les attire pas tellement, hein, vu comme ça. Lorsqu'ils découvrent, soit par les médias, Internet, vous avez toutes sortes de télévisions, de radios, dans toutes ces langues-là, le message de l'Évangile, ou aussi beaucoup par des songes. C'est un peu étonnant de dire ça en France, mais ces gens-là ont une sensibilité spirituelle plus importante que la nôtre, et moi j'en connais personnellement beaucoup, hein, des musulmans qui ont eu, à travers des songes, un début de conversion et qui sont devenus chrétiens. Et certains qui en ont payé vraiment le prix. Très cher. Pour être devenus chrétiens. Bref, crise par rapport à la modernité, la mondialisation, l'attraction du christianisme, c'est une triple crise. Tout ça financé par les pétrodollars, par l'Arabie Saoudite et le Qatar depuis plus de 50 ans, surtout l'Arabie Saoudite, fait que cette radicalisation de l'islam, qui est en fait l'islam wahhabite, l'islam de l'Arabie Saoudite, est en train de se répandre partout dans le monde, y compris chez nous. Hein. Le produit d'exportation, c'est le salafisme. Ces gens-là n'ont pas du tout envie de vivre avec moi. Hein. Ça va être un peu compliqué d'ailleurs. Plus ils vont devenir nombreux, plus ils vont vouloir imposer leur loi qui n'est pas du tout compatible avec la nôtre, ni notre culture. Je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça, heureusement. Mais malheureusement, leur nombre est en train de grandir. Mais en réalité, c'est une vraie crise au sein de l'islam, parce que cette radicalisation que nous observons, après Al-Qaïda, il y a eu l'État islamique. Après l'État islamique, qui de fait est en train de reculer militairement en Irak et en Syrie aujourd'hui. Alors on n'en a pas fini encore, mais de fait, ils sont en train de reculer. Ça veut dire qu'ils ont moins d'argent, donc il y aura moins de mercenaires. Ça veut dire que sur Internet, eh ben, leur apparente invincibilité n'est plus de mise. Donc ça attire moins aussi. Mais bon, encore une fois, ils sont toujours là. Après l'État islamique, il va y avoir quoi? On a l'impression de cette fuite en avant que j'évoquais tout à l'heure, vers plus de violence, vers plus de radicalisation, et personne ne sait aujourd'hui comment guérir l'islam de ça. C'est les musulmans eux-mêmes qui disent, si ça continue comme ça, l'islam va mourir, va imploser. Il y a des intellectuels, il y a aussi le président égyptien, Al-Sisi. Il va voir Al-Azhar, la grande université coranique du Caire. Il leur dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar?
C'est vous qui êtes responsable de ça. Vous avez diffusé les versets les plus violents du Coran. Cette radicalisation de l'islam que nous observons aujourd'hui, c'est de votre responsabilité. Comment se fait-il, c'est lui qui dit ça, hein, que 1 milliard de musulmans veulent assassiner les 6 autres milliards d'êtres humains? Si on continue comme ça, on va mourir. Il faut faire une réforme. Qui va réformer l'islam? Le premier qui lève le doigt pour réformer l'islam, il est mort. Espérons qu'ils trouveront quelqu'un, voire plusieurs personnes, qu'il y aura un mouvement au sein de l'islam pour le réformer, mais aujourd'hui on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le voir. Mais à ce stade, on peut imaginer qu'à terme, l'islam, pris dans ses propres contradictions et dans cette fuite en avant radicale, n'a pas un avenir extrêmement long. Vous voyez ? En dépit des apparences, par exemple démographiques en Europe, on a plutôt l'impression du contraire. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on observe ce qui se passe ailleurs dans le monde, y compris au Moyen-Orient, on peut aujourd'hui légitimement se poser des questions sur l'avenir de cette religion. Tout ça, ce sont des enseignements que l'on peut tirer de cette crise. L'État islamique étant par définition, comme son nom l'indique, islamique. Hein. En France, on dit toujours Daesh pour ne pas dire État islamique. C'est une espèce de camouflage. Tous les attentats que l'on connaît depuis des mois, c'est toujours commis par des musulmans. Mais on ne le dit jamais dans les médias. C'est toujours par soit des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, soit des fous, des déséquilibrés. Alors de fait, il faut être un peu déséquilibré pour égorger quelqu'un, mais en général, ces gens-là ont quand même fait ça au nom de l'islam. Donc ce sont des musulmans. Heureusement, la plupart des musulmans n'ont rien à voir avec ça. Mais on ne peut pas, à contrario, dire que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. Puisqu'ils appliquent l'islam radical sur leur territoire, ils imposent la charia, ils s'appellent eux-mêmes État islamique. De quoi parlons-nous s'il ne s'agit pas de l'islam? Oui. D'accord, et pour quelle raison? À cause des expériences humaines faites avec les médicaments. D'accord. Puisque ça s'appelle le protocole, mais le sous-titre c'est essai thérapeutique. Mmh. Très bien. Enfin, pas les essais, hein. Non, mais je veux dire, ça commence par des médicaments, ouais. Ça va continuer par quoi? Tout à fait. Par des chrétiens qu'on va pouvoir torturer, etc. Alors ça, je ne sais pas si les expériences seront sur les chrétiens, mais... Non, mais je veux dire, bon, ouais. On commence par un petit truc pas trop visible. Je n'ai pas compris. Et nous, on fait des expériences? Non, la France a décidé de sortir de la Convention des droits de l'homme. Parce qu'elle pratique des expériences. Les protocoles pour le cancer sont en fait, le sous-titre, c'est essai thérapeutique. Ils ne font que 4 ou 6 mois d'essai après les animaux. Et puis on vous balance ça et il y a énormément de morts. Donc on sort de la Convention pour ne plus se trouver au tribunal. D'accord. Autre question? Alors, donc, moi j'ai lu récemment que la France vendait pour 15 milliards par an d'armes. Beaucoup par rapport à la dette. Parce que vous parlez par rapport à l'Angleterre. On peut se dire, en effet, il y a une vente d'armes énorme. Ça serait 150 milliards, déjà c'est plus important. C'est 15 milliards. Alors vous êtes d'accord avec ces chiffres? Alors le chiffre précis, je ne le connais pas, mais de fait, ce qu'il faut voir, c'est... ça, c'est les ventes directes. Voilà. Mais derrière, il y a toute une industrie, il y a des milliers d'emplois, il y a... bah oui, évidemment. Et donc, ça représente beaucoup plus que ce montant. Vous voyez, lorsqu'on vous dit qu'on a vendu pour 1 milliard d'armes, derrière, en termes de retombées économiques pour la France, c'est beaucoup plus important. Parce qu'encore une fois, derrière, il y a tous les salariés, tous ceux qui travaillent dans l'industrie. Ils sont payés sur ces 15 milliards. Non, ça c'est juste le prix de vente à l'exportation, si vous voulez. Oui. Mais si vous, par exemple, je sais pas, Danone vend un yaourt, il y a le prix du yaourt, il y a une valeur ajoutée dessus, il y a un bénéfice évidemment, mais au niveau économique, c'est pas la seule transaction qu'il y a. Derrière, il y a le transport du yaourt, il y a le conditionnement du pot de yaourt, il y a tous les salariés des usines qui vont produire ce yaourt, qui vont imaginer, qui vont le vendre, les équipes marketing, enfin il y a tout ça, vous voyez, qui... pour vous, ils ne sont pas dans les 15 milliards, ah ben non. Ça ne paye pas les salariés, ni les usines, ni rien. Ça suffit pas, voilà, c'est forcément un bénéfice, hein, mais en termes de retombées économiques pour un pays, il n'y a pas simplement le prix à l'exportation, il y a toutes les retombées indirectes ensuite, au niveau de l'emploi, de toute cette activité dans le pays, vous voyez.
Mais non, j'ai jamais dit que les ventes d'armement suffisaient à rembourser la dette de la France. Non, non, non. Mais non. on a besoin de cet argent, visiblement. Et encore une fois, pourquoi pas, hein. Je ne dis pas que vendre des armes, c'est mal. La question, c'est, dans notre relation avec la péninsule arabique, et notamment l'Arabie Saoudite, on a visiblement aujourd'hui les pieds et les mains liés, et on s'est totalement soumis à leurs desiderata, notamment sur le dossier syrien. Alors qu'on n'avait aucun intérêt à s'engouffrer dans ce projet de destruction de la Syrie. La Syrie, c'est proche de nous. On le voit bien, les migrants sont venus à pied. On a contribué à créer une matrice djihadiste, un aspirateur à vocation djihadiste. Et notamment des Français qui sont allés là-bas. Il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui sont revenus dégoûtés, et d'autres qui vont revenir pour continuer le djihad ici. C'est quoi notre intérêt à long terme d'avoir fait ça? Vous voyez? Donc on ne raisonne pas à long terme. Aujourd'hui, on est dans le court terme le plus court, et qui consiste à trouver de l'argent. Oui, mais ce court terme a commencé il y a 30 ans avec Mitterrand, car c'est Mitterrand qui a passé le premier 6 mois après quand il a vidé les caisses, des accords avec l'Arabie Saoudite. Ah, j'ai pas dit que ça a commencé depuis 5 ans. Et en plus de ça, dans ce que vous dites sur le pétrole, il y a tous les contrats armes contre le pétrole qui ne sont pas compris dedans. En plus. Et en plus de ça, la semaine dernière, jeudi, ont été signés les accords entre Total et le Qatar pour que la concession soit donnée à Total contre autre chose qui ne rentre pas encore dans le budget armes contre pétrole. C'est jeudi. Vous ne ferez pas croire que ce ne sont que des intérêts financiers, il y a des intérêts géopolitiques, pas toujours très clairs, mais soigneusement présents ou représentés, et un silence assourdissant en France de la classe politique, des médias, sur le fait que la France n'a pas d'intérêt au nom de l'équilibre dans ces pays, au nom de ses intérêts et au nom de la simple humanité, à rentrer dans le jeu. Donc c'est des intérêts très puissants qui ne sont pas vraiment, à mon avis, au grand jour. Classe politique, je ne vois pas beaucoup de parlementaires, il y en a, certes. Je fais des efforts, il y en a qui ont été en Syrie, mais ça s'arrête là. Donc il y a quelque chose qui se passe, on se heurte à un mur géopolitique qui veulent nous mettre dans une situation de désordre installé au profit de certaines choses. C'est quand même bon. Je veux dire, ce que vous dites est de bon sens, et apparemment, ça ne touche pas vraiment les décideurs, en France du moins, et ailleurs. Les décideurs, ils ont... Et même à Rome, dirais-je. Les décideurs politiques français, soit localement, ils ont besoin d'être réélus au niveau municipal, départemental, donc ils ne vont pas contrarier une partie de leur électorat musulman, pour dire les choses. Et au niveau international, encore une fois, on a choisi, il y a 6 ans, sur le dossier syrien, d'adopter cette stratégie saoudienne. Et à part la question de l'argent, on ne voit pas très bien. Géopolitiquement, qu'est-ce que ça veut dire géopolitique? Autrefois, on était respecté au Moyen-Orient. On arrivait à parler à tout le monde. Aujourd'hui, on n'existe plus. Plus personne nous respecte. Donc géopolitiquement, c'est un énorme échec. Et la seule explication de ce choix politique que nous avons fait, c'est il est financier. On ne voit pas d'autres raisons. Les députés ne sont pas élus dans les banlieues musulmans. Ils sont élus là aussi, il n'y a pas tellement... Pas forcément au niveau des députés, mais au niveau des municipalités. C'est comme ça que ça commence. C'est au niveau le plus bas. Et après, petit à petit, il y a des concessions qui sont faites. Ben voilà, ben ça commence comme ça. On commence par le petit morceau du doigt, et puis après, ça continue. Ça commence pas directement par la tête. Vous voyez? S'il vous plaît, il y avait un article épouvantable dans l'Humanité du 26. Donc c'est fait par un Africain un grand professeur africain de langue anglaise qui travaille dans une université brillante à Londres. Et en fait, il retranscrit le programme qu'on ne nous a pas présenté de l'ONU. Il dit, dans les pays autochtones, il parle de l'Europe, il faut créer des zones d'accueil extrêmement bien construites et ce serait une façon de relancer l'industrie en Europe grâce à l'argent que les zones obtiendraient. Alors il dit il faut bâtir des villages, des villes d'accueil avec des maisons modernes, avec l'électricité solaire, etc. Des écoles, mais où on enseignerait dans toutes les langues. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le programme qui passe par l'ONU et qui est dès le départ.
on perd notre unité, l'Europe perd son unité. Il y aura des zones d'accueil qui sont déjà prévues. Il n'y a qu'à demander l'argent et ça se fait. Et d'où vient l'argent? Je ne sais pas, il ne l'a pas dit, c'est de l'Europe, de banque, je ne sais pas. Mais c'est dans l'humanité du 26. Oui, enfin, j'ai un peu évoqué cette dimension en parlant de ce projet enfin c'est une hypothèse, hein, mais de remplacement démographique et religieux de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on fait venir, encore une fois, tous ces migrants, qui sont musulmans, hein, à plus de 90%? Alors on l'a vu pour le cas de l'Allemagne, à court terme, c'est parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre. Mais au-delà, on peut effectivement se poser la question d'autres intérêts à plus long terme, c'est-à-dire de déstabilisation de l'Europe. Prenons le cas de la Libye aussi. Pourquoi est-ce qu'on a détruit la Libye? Alors il y a plusieurs raisons. Certains évoquent le fait que Kadhafi avait visiblement financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, mais est-ce qu'on détruit un pays pour ça? Je ne sais pas. En plus de ça, les Britanniques sont venus nous aider. Et les Britanniques, ils se moquent éperdument des histoires de politique intérieure française, donc ça ne doit pas être la bonne explication. D'autres disent que Kadhafi voulait, il a beaucoup de pétrole, la Libye, voulait commencer à vendre le pétrole dans une autre devise que le dollar américain, et ça c'est la fin des États-Unis. Les États-Unis sont encore plus endettés que nous, mais leur pays et leur économie tient parce que tout le monde fait confiance au dollar. Et tout le monde fait confiance au dollar parce qu'il n'y a pas une goutte de pétrole dans le monde qui n'est pas vendu en dollars. Le jour où quelqu'un, ça lui viendrait à l'idée de vendre du pétrole ou du gaz dans une autre monnaie, Saddam Hussein notamment, mais Kadhafi visiblement, il signe son arrêt de mort, vous voyez. Et Kadhafi visiblement était sur le point de lancer une monnaie africaine pour pouvoir vendre son pétrole en Afrique avec cette fameuse devise. Donc ça, c'est pas possible. Clairement, derrière l'opération libyenne, il y a les Américains. Enfin, je veux dire, qui arrivent à se camoufler. Ils ont utilisé les Français et les Britanniques comme mercenaires. Mais après, on peut aussi se poser la question, est-ce que ce n'était pas aussi une manière d'augmenter le chaos méditerranéen? Il y a déjà le cancer syrien et turc, et on sait que Kadhafi gérait plutôt bien les migrations africaines. Donc notre frontière sud était plutôt bien tenue. Maintenant que Kadhafi est mort, de fait la Libye n'existe plus, ce sont des milices qui se partagent le territoire qui est découpé au moins en 3, et ces milices, elles font leur argent avec le commerce des armes, de la drogue, mais surtout le trafic humain, c'est ce qui rapporte le plus. Alors ce qui nous sauve pour le moment, c'est que la Libye est plus loin de l'Europe que la distance qu'il y a entre la Turquie et les îles grecques. Mais on peut s'attendre à terme à une réelle pression migratoire venant de Libye, parce que ce pays n'est plus contrôlé, n'est plus contrôlable, grâce à cette opération. Donc voilà, après il ne faut pas rentrer non plus dans des hypothèses trop farfelues, mais de fait ce que l'on constate, c'est que cette stratégie du chaos que peut-être monsieur vous évoquiez concernant le Moyen-Orient, clairement elle s'applique à la Libye aussi, et que derrière on se retrouve l'Europe face à un front de plus en plus instable. Déstabilisation de l'Europe, oui, Oui. de l'Europe traditionnelle, je dirais même des résidus de l'Europe chrétienne. Enfin, ça me paraît déstabilisation de l'Europe, on voit bien que c'est en œuvre. Parce que l'histoire de l'Allemagne, c'est bien beau. Enfin, jamais ces immigrés vont payer les retraites. Enfin, il faut être fou. Ils vont peut-être, d'ici 20 ans, ils refuseront de payer les retraites. Or, les je ne sais pas s'ils refuseront, mais s'ils sont là, ils vont être formés à un certain nombre de métiers. Je rappelle que c'est quand même la classe moyenne qui vient, hein, c'est pas les plus pauvres. Ils vont apprendre l'allemand de fait. S'ils sont pris dans le circuit économique, eh bien, ils toucheront l'assurance chômage, la sécurité sociale, ils cotiseront pour les retraites aussi, ils consommeront. Et donc, à terme, c'est une plus-value économique pour le pays, peut-être, dans la situation précise de l'Allemagne, qui est en déficit démographique avancé. Mais derrière, il y a un total bouleversement. Enfin, l'Allemagne ne sera plus l'Allemagne. Les retraites sont aux vieux. Les retraites sont aux Allemands d'avant les immigrés, vieux, et eux arrivent quand même relativement jeunes. Dans 20 ans, ils seront entrés dans le marché du travail. Ouais.
Non, ça paraît logique, humainement, on ne va pas demander à des gens de payer les retraites. Bah, cela étant, si on ne fait pas venir les migrants en Allemagne, personne ne va payer les retraites non plus, vu qu'ils n'ont plus d'enfants depuis longtemps. Donc le problème, encore une fois, c'est qu'est-ce que l'Europe fait par rapport au vieillissement de sa population. Il y a deux possibilités. Soit on résout ça en interne, c'est-à-dire en incitant les générations à avoir plus d'enfants, soit on est obligé de faire appel à des populations exogènes. Hein. Or aujourd'hui, on ne fait appel qu'à cette deuxième option, de faire venir des populations étrangères. Et si possible, musulmanes, parce qu'on pourrait aussi faire venir des Ukrainiens et tout ça, ou des Russes. Ils sont européens et chrétiens, quand même un peu plus proches de nous que les arabo-musulmans du Moyen-Orient. Ou des Sud-Américains. Sud-Américains, je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de venir habiter en Europe, mais bon, qui sait. Oui, ils viennent, voilà, pour le travail, quelques mois, ouais. Au Portugal aussi. La question, apparemment, il y a quelqu'un qui veut la destruction de l'Europe ou mettre l'Europe. Évidemment. Bon, alors, on pense aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis veulent mettre à genoux l'Europe? Alors, parce qu'elle est riche, qu'elle est puissante, qu'elle est une réserve intellectuelle. Pas forcément mettre à genoux, mais de fait, il y a, on peut imaginer une opération d'affaiblissement de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe est simplement leur principal concurrent. Leur principal ennemi aujourd'hui, c'est la Chine. Bon, mais en termes économiques et industriels, sur énormément de domaines, on est leur concurrent, y compris même la France. Oui. Sur l'espace, sur l'aviation, sur l'agriculture. On a tendance toujours à minimiser la France, mais en fait, on est leur concurrent direct sur beaucoup de domaines. Ça, c'est juste la France. Et si on prend l'Europe dans son ensemble, on est une menace pour eux économiquement. Donc, c'est pas de nous mettre à genoux, parce qu'ils ont besoin que nous, on consomme leurs produits. Mais toute déstabilisation du pays, tout déracinement, tout oubli de notre histoire et de notre particularisme, nous incite à devenir ces espèces de consommateurs décérébrés mondiaux qui, de fait, achèteront leurs produits. Comme entre-temps, avec la TAFTA, donc la signature des traités transatlantiques qui sont faits dans une opacité, mais totalement scandaleuse. Enfin, je veux dire, où est la démocratie dans ce contexte, et qui, si cela se produit, les multinationales américaines auront force de loi ici en Europe. C'est-à-dire que c'est les tribunaux américains qui auront force de loi par rapport à la loi nationale, bon, qui n'existe plus déjà, mais la loi bruxelloise. On va vers ça. Oui. Typiquement, le conflit avec la Russie. Pourquoi est-ce qu'on est en guerre contre la Russie aujourd'hui? Depuis quand est-ce qu'on a besoin d'être en guerre contre la Russie? Nous, on a besoin, et notamment la France, et notamment nos paysans, mais il y a d'autres domaines économiques aussi, besoin de la Russie. La Russie a besoin de l'Europe. Cet embargo totalement imposé par les Américains et repris par l'Union européenne, qui est uniquement, entièrement aux mains de lobbies américains, a fait en sorte qu'on est aujourd'hui dans cette situation qui nous pénalise, qui pénalise les Russes. Mais les Américains, eux, ils continuent à faire du business avec les Russes sans problème. Il n'y a pas de souci. Donc le dindon de la farce, c'est tout le monde sauf les Américains qui sont gagnants dans cette opération. Depuis quand les Américains nous interdisent de vendre des bateaux à la Russie? Et c'est quoi cette histoire? On est une colonie américaine? On est le 53e État? Après Hawaï? Et les voitures à l'Iran? Oui, ben là, ça, après, on n'a pas fini la liste, hein, si on commence. Mais, donc, on peut imaginer que c'est ça l'explication, cet affaiblissement de l'Europe, qui ne doit pas être détruite, parce qu'encore une fois, il faut qu'on continue à consommer, hein, mais sans aucune capacité de résistance à l'Empire américain. C'est le marché qui ne doit pas être détruit, mais le choc culturel vous crée des troubles. Oui, tout à fait. Les affrontements d'interface culturelle qu'on prépare créent des troubles. Eh bien évidemment. Le choc culturel, on n'en est qu'au début. Hein, là, ils sont déjà là, les troubles. Ouais. Alors donc, on se demande où on va. Mais bon, à la limite, les Américains, ils font leur boulot. Hein. Ils veulent garder la suprématie, être l'Empire. C'est cynique, c'est pas bien. Mais à la limite, ils font leur boulot. La question, c'est pourquoi est-ce que l'Union européenne suit ce mouvement, obéit aveuglement et joue le jeu des États-Unis en permanence. Et la réponse, quelle est? Eh ben, il faut croire que derrière, les lobbies américains sont suffisamment puissants. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Qui est élu au Parlement européen? On est capable d'en dire combien? Peut-être 2 personnes? Les autres, on ne sait pas qui c'est. Et monsieur ne parle jamais d'un traité qui a été déclassifié il y a 4 ans, qui est le traité germano-américain de la fin de la guerre,
qui est déclassifié, qui s'appelle les traités secrets, et qui stipule que pendant 160 ans, l'Allemagne se doit d'être le fer de lance des USA en Europe. Ah ben ça va, il nous reste un siècle à peu et près. Angela Merkel est allée le soir même pour vérifier, vous allez sur Internet, vous vérifiez que le soir même de son élection, elle a fait l'aller-retour à Washington pour confirmer qu'elle va bien respecter le traité. Oui. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Ça existe, il n'y a qu'à les lire. Bah oui. Et c'est de là que ça vient. Et c'est pour ça qu'elle fait tout ce que veut. Et nous, on est obligé de suivre l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de suivre? Ils l'ont poussé. Mitterrand s'est arrangé pour pousser l'Allemagne à être puissante, alors que le traité n'était pas encore déclassifié. Et on a payé une partie de la réunification de l'Allemagne. En plus, c'est nous qui avons payé. Oui, mais nous, on est généreux, c'est ça la différence. Non, on est con. Excusez-moi. J'en viens à ce que vous avez dit au sujet des conversions suite à un Oui. songe. J'avais entendu une radio, j'ai entendu une ou deux fois, c'est tout, le numéro 2 de Boko Haram au Nigeria s'était converti au christianisme après avoir perpétré des tas de massacres contre les chrétiens, suite à un songe. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non, non, c'est possible, hein, mais j'en ai pas entendu parler précisément. J'ai entendu une radio, je ne sais plus laquelle, une ou deux fois, puis après on silence radio. Ah bah oui, il faut pas parler de ça. Ouais. Oh, il y a 2 ans, j'avais entendu ça. D'ailleurs, Mais juste par exemple, moi je connais une Iranienne qui était donc musulmane, grande famille, riche de Téhéran, ingénieure informatique. Elle partait en vacances en Malaisie, c'est un pays musulman, donc c'est facile pour eux d'y aller. Un jour, dans sa chambre, elle n'est même pas en train de dormir, d'un seul coup, donc il n'y a aucune médiation humaine, elle a une espèce d'expérience béatifique, une extase, se voit dans la position de la croix, elle vit un bonheur indicible, et elle connaît rien au christianisme, hein. Mais elle se rappelle qu'elle était dans la position de la croix, du coup après elle veut chercher c'est quoi la croix, etc. Sur internet elle fait des recherches, elle finit par découvrir que c'est le christianisme, elle continue ses recherches, etc. Elle en apprend de plus en plus, elle finit par rencontrer une paroisse, un prêtre qui accepte de la baptiser, ce qui est quand même très rare au Moyen-Orient, parce qu'en général c'est un risque énorme pour un prêtre de baptiser un musulman, ça peut être un piège, là pour le coup le prêtre risque sa vie aussi. Bon, ses parents finissent par l'apprendre, le découvrir. Du coup, elle est violemment battue par ses propres parents. Hein. Donc aujourd'hui, elle est réfugiée politique en France. Elle doit aller chez le kiné toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie. Et un jour, son père excédé veut la brûler vive. Donc il asperge d'essence comme ça. Il essaie d'allumer les allumettes. Ça marche pas. Sa sœur arrive en hurlant et ça permet de la sauver provisoirement. Donc elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours avec du pétrole sur elle. Hein. Pourquoi 3 jours? Parce que le musulman qui veut apostasier, il a 24 heures pour changer d'avis. Une femme, elle a 72 heures, c'est-à-dire 3 fois plus. Pourquoi? Parce que son cerveau est plus petit. Et du coup, là, c'est charitable pour le coup. Parce que son cerveau est plus petit, il faut lui laisser plus de temps. Vous voyez? C'est logique, ça. J'ai pas dit que j'étais d'accord, hein. Je constate simplement. Et là, du coup, sa sœur l'a laissé partir parce que sinon elle serait morte. Et voilà. Et alors, un jour, elle m'a dit, ça m'a un peu surpris, qu'elle aimait beaucoup l'imam Khomeini. Alors, c'était pas très cohérent avec ce que je viens de dire. Et donc, je lui dis, mais pourquoi? Je comprends pas très bien. Elle me dit, grâce à lui, plus personne ne supporte l'islam en Iran aujourd'hui. En fait, c'est une théocratie. C'est la dictature par les ayatollahs que plus personne ne supporte. Donc, ça tient uniquement par la force. Mais ce système ne peut pas durer éternellement. Ça va s'effondrer, vous voyez. On parle déjà de plus de 400 000 convertis au christianisme en Iran. Alors ces chiffres, bon, ils sont à prendre avec évidemment beaucoup de prudence, parce que c'est très difficile, mais en même temps, les réseaux qui nous communiquent ce genre de chiffres, c'est pas non plus des farfelus, et ils ne cherchent pas à faire de la publicité gratuite. Quoi qu'il en soit, au-delà des chiffres, il y a un vrai phénomène. Et c'est assez intéressant. Tout ça à partir d'un songe. Et ce genre de témoignage, j'en ai partout au Moyen-Orient. Sinon, les chrétiens d'Orient, donc les chrétiens d'Israël, comment ça se passe pour eux? Et comment vous voyez l'État d'Israël au milieu de tout ce monde musulman? Pour vous, c'est viable?
cet État. Et alors les chrétiens en Israël, alors c'est viable, eux, Alors, par rapport à notre sujet. en Israël ou en Terre Sainte, il y a deux réalités. Donc il y a l'État d'Israël lui-même et ensuite les territoires occupés, où la réalité est assez différente. Mais dans l'un ou l'autre cas, même si dans l'État d'Israël, ils sont quand même plus protégés que dans les territoires occupés, non, tout est relatif. Hein. De fait, leur situation est un peu compliquée. Dans les territoires occupés, c'est pire. Parce que dans les territoires occupés, ils sont considérés comme des Palestiniens, ce qu'ils sont, par les Israéliens, mais considérés comme des traîtres par leurs frères musulmans. Des traîtres ou des apostats, ou en tout cas des gens qu'il faut convertir à l'islam ou chasser. Donc c'est pour ça que je dis que quand même dans l'État d'Israël, de fait, il y a un état de loi, un état de droit qui est plus prononcé que dans les territoires occupés, et donc leur sort est quand même un peu plus enviable, d'une manière générale pour les Palestiniens de toute façon dans l'État d'Israël que dans les territoires occupés. Il y en a de moins en moins, hein. Donc, je veux dire, si on regarde les statistiques, le nombre de chrétiens qu'il y avait à Jérusalem, voire même à Bethléem, il y a 50 ans, aujourd'hui, mais il n'y a plus rien. Et si ça continue comme ça, il n'y en aura plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit aller en pèlerinage, il faut y aller rapidement. Alors, le christianisme en tant que tel, en Terre Sainte, ne se porte pas si mal que ça, dans le sens où il y a eu un afflux de chrétiens étrangers, notamment russes, qui étaient censés être juifs, mais on ne sait pas très bien. Enfin, de toute façon, ils avaient une culture chrétienne. Bon. Mais aujourd'hui, de plus en plus de migrants, comme dans toute la péninsule arabique. Vous avez des Philippins, des Indiens, etc. À tel point qu'il y a une pastorale pour les migrants chrétiens en Terre Sainte. Mais ça ne remplace pas les chrétiens autochtones. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, toute une culture chrétienne locale qui est en train de disparaître. Et ça, c'est un peu inquiétant. Par contre, ces fameux travailleurs étrangers chrétiens, la plupart asiatiques, on les retrouve partout dans la péninsule arabique. Dans la péninsule arabique, il y a plus de 3 millions de chrétiens, la plupart sont catholiques, 2 millions en Arabie Saoudite. Alors dans tous les pays de la péninsule arabique, il y a des églises, pas du tout assez. Hein. Il y a 22 églises pour 3 millions de chrétiens. Ça veut dire que chaque lieu de culte devrait contenir à peu près 150 000 places. C'est-à-dire 2 fois la taille du Stade de France, hein, ce qui n'est pas le cas. Du coup, le jour où il y a la messe, c'est la catastrophe. Vous avez 15 messes d'affilée, il y a plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le gros problème des curés là-bas, c'est qu'il y a trop de fidèles. C'est très difficile à gérer. Et donc, l'église sur place, il y a 2 vicariats dans la péninsule, l'Arabie du Nord et l'Arabie du Sud, militent, demandent, supplient pour avoir d'autres lieux de culte, mais ça n'arrive quasiment jamais. Il y a une autorisation tous les 10 ans. Et donc il y en a dans tous les pays, sauf l'Arabie Saoudite, hein, bien entendu, où il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'église du tout, vous n'avez pas le droit d'avoir une Bible, ni un chapelet, ni rien. Pour les Occidentaux, bon, ils ont la messe au consulat ou à l'ambassade, mais pour les autres, la plupart c'est des Philippins, des Indiens, ils se retrouvent dans des petits groupes de 50, chez les uns, chez les autres, c'est vraiment l'église des catacombes. Et donc le prêtre arrive au dernier moment, il y a un responsable sécurité qui peut annuler la rencontre à tout moment. Et ils se font rarement prendre, mais lorsque c'est le cas, en général, ils vont en prison, ils se font un peu bastonner, et en général, ils sont mis dans l'avion rapidement pour rentrer chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur travail. Donc aller à la messe dans ces conditions, il faut avoir envie. Mais de fait, il y en a de plus en plus. C'est la région du monde où le christianisme s'est le plus développé ces 30 dernières années. Alors, il y en avait 200 000 il y a 30 ans, il y en a 3 millions aujourd'hui. Péninsule arabique. Péninsule arabique. C'est-à-dire que c'est pour dessiner un peu les... C'est l'Arabie Saoudite, le gros morceau, et ensuite tous les petits émirats autour. Donc Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Sultanat d'Oman et le Yémen. Vous savez qu'il y a un film d'Eugène Green qui parle des Chaldéens, où il joue le rôle d'un Chaldéen dans la Sapienza. Oui. C'est un des rares témoignages d'un film d'aujourd'hui. Sapienza est un film malheureusement resté confidentiel, un très beau film sur l'architecture sacrée vivante. Et on voit un Chaldéen joué par Eugène Green qui raconte ses malheurs. D'accord. Et je signale ça parce qu'on va dire que le cinéma actuellement parle beaucoup du drame de ces chrétiens. Oui. Ça pourrait être un sujet de film. Oui. Et donc, voilà, sauf que c'est un peu difficile tant que le drame n'est pas terminé, parce que le temps que le film sorte, il peut s'être passé tellement de choses que... Oui, En général, on attend la fin d'une guerre pour faire un film sur cette guerre, mais... Ça commence à faire 57. Ah, c'est pas parce que ça dure longtemps que elle n'est pas finie.
Mais le problème Israël, c'est qu'ils font les choses en douce. Regardez l'an dernier, le Père Abou Khalil est venu à Paris. C'est un curé de Jérusalem. Il dit on nous laisse l'électricité 1 heure par jour, l'eau 1 heure par jour. Si l'un de nous vient pour l'enterrement, il y a un prêtre qui est venu pour l'enterrement de son père en Angleterre, il n'a pas eu le droit de revenir. Terminé. Ils ont pris, si vous vous souvenez, vous avez dû voir ça, 15 villages. Vous avez vu l'an dernier au mois d'août. Ils ont pris 15 villages chrétiens qu'ils ont incorporés à Israël. Bah oui. Alors ne dites pas que c'est pas de la violence. Ah mais j'ai pas dit Mais que tout se passait bien. Il faut ça très hypocritement. Oui. J'ai pas dit que ça se passait bien. De fait, il y en a de moins en moins des chrétiens là-bas. Mais si on compare entre l'État d'Israël et les territoires occupés, il y a quand même une différence. Voilà. Donc je vous dis de venir vous faire éventuellement dédicacer le livre qui vient de sortir, qui était l'occasion de cette conférence, éventuellement lui poser quelques questions en privé. Et je vous dis à lundi prochain, le thème de la conférence sera les raisons secrètes mais réelles de la guerre dans le Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine.